cette gestion de la croissance qui était notre quotidien, le quotidien de l'aménagement du territoire, le quotidien de la planification des transports, etc. Aujourd'hui, c'est évident, on a des impératifs qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou non. On a un certain nombre de choses où on s'est même engagé à respecter. Le premier élément, c'est bien sûr la neutralité carbone. Euh, Aujourd'hui, la Suisse s'est engagée dans l'accord de Paris à réduire, à atteindre cette neutralité carbone pour l'entier justement de son mode de vie, donc pas seulement pour la mobilité, à l'horizon 2050. Mais à l'horizon 2050, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de passer d'environ 3,5 tonnes équivalent CO2, ça c'est notre empreinte carbone moyenne pour un Suisse moyen de 6 ans et plus, 3,5 tonnes à l'année, à 350 et 400 kilos. Donc, vous voyez que vous avez là un objectif extrêmement, extrêmement ambitieux. Il est il sera très, très compliqué à atteindre. On a vraiment cette idée moi, quand je vois ça, je vois souvent le jeu, le limbo. Vous avez ce jeu où on doit passer dans une barre placée extrêmement bas et il faut être vraiment extrêmement souple pour pouvoir y arriver. Eh bien là, nous, les Suisses, malgré notre utilisation du transport public, on a un défi énorme devant nous. On a un défi énorme qui sera très compliqué justement à atteindre, mais qui devra quand même l'être. En tout cas, le chemin doit être parcouru parce que non seulement chaque tonne de carbone compte dans cette réduction, mais surtout, on n'a pas vraiment le choix et surtout aussi, il y a d'autres impératifs qui ne sont pas que climatiques, qui nous imposent, qui imposent un changement de modèle. Qu'est-ce que c'est que ces autres impératifs? Eh bien, évidemment, il y a aussi tout ce qu'on va appeler les nuisances locales, les externalités. Donc là, on va parler de la pollution de l'air, le bruit, les accidents. Ça, c'est des choses qui sont elles aussi en constante augmentation en année. Aujourd'hui, l'Office fédéral du développement territorial estime à plus de 12 milliards de francs par année le coût de ces nuisances, le coût de ces externalités. Et dans ces 12 milliards de francs par année, 9 sont attribués à la route. Donc on le voit d'ailleurs aussi sur le graphique à droite, finalement, les grandes cibles de ce changement de modèle, ça va être la route et bien sûr l'avion. On le voit, l'avion est responsable de 1,5 tonne par personne par année, alors que si on doit atteindre 350 kilos, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un aller-retour à Berlin en avion. Donc vous avez déjà cet objectif complètement atteint. Si vous faites ça en une année, vous ne pouvez plus vous déplacer puisque vous avez déjà atteint cet objectif. C'est vous dire à quel point euh, mettre ces objectifs dans nos politiques publiques va être un cadre extrêmement contraignant et une marche extrêmement haute à franchir. D'autres impératifs donc climatiques, on l'a dit, les nuisances, l'énergie bien sûr, la sobriété énergétique, et puis la biodiversité, là aussi. Alors on parlait des nuisances locales, c'est quelque chose de très humano-centré, mais tous les biologistes, les scientifiques alertent vraiment sur cette extinction massive des espèces, qui fait qu'aujourd'hui on doit fondamentalement changer de modèle dans le territoire, dans notre façon de nous déplacer. Donc tout ça pour finalement appeler une rupture qui, malheureusement, si on veut, parce que c'est très facile de continuer comme avant, eh bien, va s'imposer, qu'on le veuille ou non. Et donc, continuer comme avant n'est plus une option. Il s'agira de changer de modèle, de changer radicalement de modèle. Parfois, j'aime bien dire qu'il faut euh, bousculer la table, renverser la table en matière de mobilité en particulier. On l'a vu avec ces tonnes carbone extrêmement importantes. Et puis, ce changement de modèle, ça va impliquer une série de mesures en général dans les plans climat, dans les plans de transition écologique. C'est trois grandes familles de mesures qui se complètent l'une l'autre et qui viennent s'ajuster. La première, c'est d'abord la réduction du besoin même de déplacement, mais le besoin même de déplacement, il est compliqué à réduire finalement. Et c'est pas tant le problème, le besoin de déplacement, c'est plutôt les distances parcourues. On va plutôt essayer de réduire les distances. Une fois qu'on a réduit les distances, eh bien, on va travailler sur le report modal massif, c'est-à-dire gagner des dizaines de points par modal pour les modes actifs, la marche, les transports publics, le train, etc., au détriment des modes qu'il faut réduire, la voiture et l'avion en, en principale cause. Euh, un des éléments aussi qui va venir, mais seulement en troisième lieu, eh bien, c'est l'efficience énergétique des véhicules. Donc, l'électrification du parc, c'est une excellente nouvelle. On sait que grâce à l'électrification du parc de véhicules privés, mais aussi celui des entreprises et du parc fret, eh bien, on aura un gain majeur en émissions de CO2, de l'ordre de 30, 40%, parfois jusqu'à 50% par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ça ne va pas suffire.
Nos comportements vont être une clé de voûte de ce changement de modèle. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que nos comportements, est-ce qu'on peut les modifier? Est-ce que il est possible d'agir sur cette mobilité? Et le propos qu'on aimerait tenir ce soir, c'est justement oui, il est possible. Et non seulement il est possible, mais on peut le faire de manière très rapide. Donc, on va enchaîner sur cette deuxième partie pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi la mobilité est malléable, c'est comprendre ce système, ce que j'appelle le système de mobilité. Pourquoi c'est un système? Parce que finalement, il ne va pas que se concentrer sur la question du transport. Le système de mobilité, c'est trois grandes composantes. La première composante, j'aime à le rappeler, la mobilité, c'est d'abord et avant tout du territoire. C'est d'abord comment le territoire est aménagé, façonné, qui va générer la mobilité, qui va générer notre besoin de déplacement. Ensuite, il y a la demande. La demande, c'est quoi? Ce sont nos modes de vie, nos activités, nos contraintes, les ressources que l'on a pour répondre justement à ces contraintes. Et puis seulement, en dernier lieu, la mobilité, c'est du transport, c'est-à-dire l'offre. C'est pas que du transport, c'est aussi de la télécommunication, c'est tout ce qui nous permet de nous affranchir finalement de l'espace. Et donc, lorsqu'on va considérer cette grille de lecture, on va voir que finalement tous ces éléments sont en très forte interaction, avec des temporalités différentes, mais quand même qui permettent de voir presque à l'œil nu hein, les évolutions du système de mobilité. Donc aujourd'hui, la mobilité que vous voyez tous les jours, que vous vivez tous les jours, eh bien, c'est le fruit de cette interaction entre le territoire, l'offre et la demande. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de nous pencher un peu sur ces trois composantes et puis de regarder un peu qu'est-ce qu'elles contiennent et pourquoi elles ont une influence très forte sur la mobilité. Premier élément, le territoire. La phrase qui résume beaucoup, c'est celle-là, c'est que le territoire, c'est en amont de tous les problèmes de mobilité. C'est d'abord quand le territoire est mal aménagé qu'on a tous les problèmes. Mais s'il est en amont de beaucoup de problèmes, il est aussi la source de quasiment toutes les solutions. C'est-à-dire lorsque vous allez aménager le territoire de manière intelligente, de manière compacte, lorsque vous allez rapprocher les activités et les êtres humains, lorsque le système économique se base sur des distances réduites, eh bien, vous allez pouvoir vous passer des modes de distances importantes et des modes mécanisés qui vous permettent de vous affranchir de ces distances et donc réduire la pollution. Ce qui est frappant dans ce sens, c'est de voir ces deux cartes qui sont à la même échelle. Vous l'avez reconnu d'un côté Zurich, la grande métropole suisse, et puis de l'autre côté, la campagne fribourgeoise qui, pour moi, constitue, enfin le canton de Fribourg qui constitue un exemple un peu alarmant hein, dans l'aménagement du territoire. Je pense que c'est clairement un des plus mauvais élèves en matière d'étalement. On voit que non seulement on a un étalement historique par la succession de petits villages, mais surtout on a une politique qui n'a pas réussi à concentrer la croissance démographique du canton de Fribourg. Vous savez que le canton de Fribourg est un des cantons qui croît de manière la plus marquée ces dernières années. Eh bien, on continue d'étaler largement ce territoire. Donc, ces deux images elles sont parlantes. Pourquoi? Parce qu'on comprend que lorsqu'on aménage le territoire, lorsqu'on crée de la compacité, eh bien, on va avoir deux influences majeures. On va avoir une influence sur la demande de mobilité, c'est-à-dire lorsqu'on habite au plein cœur de Zurich, c'est des exemples volontairement caricaturaux, hein, vous l'aurez compris, mais lorsqu'on habite au plein cœur de Zurich, eh bien, on peut faire énormément de choses à pied et sur de courtes distances. Alors, lorsque vous habitez à Trévaux ou à Éperons, eh bien, la moindre activité eh bien, va vous demander de vous déplacer sur une certaine distance et donc, la plupart du temps, en voiture individuelle. Ça, c'est le premier élément, mais l'autre élément qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la compacité du territoire, elle va avoir aussi un impact très clair sur la facilité de certains modes à s'y déployer. Si on prend les transports publics, lorsque vous êtes un opérateur de transport public, vous déployer, desservir le territoire zurichois va être autrement plus simple et plus rentable que desservir le territoire fribourgeois. Et donc, on va avoir les bases d'un cercle vicieux ou au contraire vertueux en matière d'offres alternatives des transports publics, les modes actifs, alors qu'un territoire étalé va appeler de fait l'utilisation de la voiture. Et ça se voit très bien dans les chiffres, puisque la densité du territoire, elle est très fortement
associé, corrélé avec le choix modal, le choix du moyen de transport. Là, vous avez ici sur ce graphique les résultats d'une étude qui était menée sur le micro-recensement de 2015, hein, les données de mobilité en Suisse qui sont très précises. Et puis vous avez sur cet axe-là, vous avez la densité qui croît. Donc plus finalement le territoire est dense, plus l'utilisation de la marche et du vélo est importante dans les déplacements. Ici, on parle d'étapes, donc c'est des successions des parties de déplacement. Mais si on le faisait sur les déplacements, le constat serait le même. C'est-à-dire que le territoire, par lui-même, vient apporter de la mobilité, disons, durable, puisqu'il règle une partie des problèmes. On n'a pas besoin de voiture. Même les gens qui ont des voitures s'en passent lorsqu'ils doivent se déplacer dans ces territoires-là. Donc, c'est très important de comprendre cela, l'influence du territoire sur la mobilité, donc à la fois sur la demande, on l'a vu, et sur l'offre aussi, qui ne s'y déploie pas de la même manière. Deuxième élément, la demande. Alors, la demande, ce qui est important de souligner là-dedans, c'est que la mobilité, c'est pas du tout un besoin en soi et pour soi. On se déplace quasiment jamais juste par plaisir. Ça arrive très rarement, ça arrive, c'est quelques balades à pied, à vélo, en moto ou même en voiture, ça arrive. Mais dans les statistiques, personne ne se ces déplacements-là représentent même pas 0,2 des déplacements. Donc en fait, la mobilité, ce ne sont pas des balades, c'est quoi? C'est une demande qui est dérivée de nos activités. C'est parce qu'on a quelque chose à faire qu'on se déplace. Et ces activités, ces choses que l'on doit faire, elles se déploient dans le temps, hein. Il y a certains horaires, à certains moments bien précis, et aussi dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va choisir les destinations qui sont les nôtres pour ces activités et les itinéraires que l'on va prendre pour les relier. Et en réalité, et là c'est un élément extrêmement important à souligner, contrairement à ce qu'on pense, ces paramètres, ils sont très largement modifiables. Et là, j'entends très vite les gens qui vont dire: «Mais non, moi pour aller au travail, je ne peux pas ni modifier mon activité, ni mon temps, ni mon espace». Mais c'est là où il y a un élément extrêmement important, c'est que le travail, ça ne constitue pas du tout le premier motif de déplacement des résidents suisses. Lorsqu'on demande aux gens: «Pourquoi vous vous déplacez?» Sur l'entier d'une semaine, sur l'entier d'une année, on va constater que le travail, qui est effectivement très contraint en temps et en espace, eh bien, représente que 18 des déplacements. C'est 18 des déplacements. Tout le reste, c'est autre chose. Donc j'aime bien dire parfois qu'on se déplace pour toute autre chose sauf le travail. Tous nos autres déplacements ont d'autres spatialités, d'autres temporalités. Et qu'est-ce que c'est ces motifs? Ce sont en grande partie les loisirs, ce que vous voyez dans les différentes cases de violet. Donc, c'est quand vous additionnez les visites donc à la famille, aux amis, les restaurants, les bars, les autres loisirs, vous obtenez quasiment le double, hein, 39%. Ça, c'est à Genève, mais c'est exactement la même chose pour, pour toute la Suisse. Euh, vous obtenez quasiment le double du travail. Et ça a son importance parce qu'on le comprend. Dans nos loisirs, et c'est le principe même du loisir, en allemand le Freizeit, on a un peu de la liberté de choisir un certain nombre d'activités. On a la liberté d'aller au ski, d'aller voir notre belle-mère, et cetera. On a un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut changer, on peut changer de mobilité en lien avec ces activités-là, contrairement au travail. Et même avec le travail, l'introduction du télétravail et le déploiement du travail a fait qu'on a aussi une certaine malléabilité dans ces activités. Donc comprendre ça, c'est extrêmement important. Et puis dans la demande, il faut aussi comprendre qu'on n'a pas seulement, des activités à réaliser dans le temps et l'espace, mais on a aussi, des ressources, des compétences et des préférences, différentes pour, réaliser ces activités. Et ça fait partie de la demande et cela aussi évolue de manière, très rapide. Donc, lorsqu'on a ces activités à réaliser, on le voit, surtout des loisirs, surtout de voir nos amis, nos familles, et cetera, et qu'on a un certain nombre de choses à faire dans un temps précis, dans un espace précis, eh bien, on a un impact direct sur 2 choses importantes qui sont l'équipement en moyen de transport. Est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que j'ai un vélo électrique? Et cetera. Et puis, qui en découle directement, c'est le choix modal. C'est-à-dire, est-ce que pour aller voir ma belle-mère, je peux me permettre de prendre le train, c'est un peu plus lent, ou est-ce que pour le travail, je prends ma voiture, et cetera. Et c'est la raison pour laquelle, pour tous ces motifs, on va avoir des répartitions modales, c'est-à-dire des parts de marché très différentes entre les différents moyens de transport. Troisième élément, et c'est celui qui nous occupe le plus aujourd'hui, c'est l'offre. Ce qui est intéressant de montrer, c'est que globalement, l'offre est souvent considérée comme une simple réponse à la demande. Il est vrai que les gens ne sont pas fous, ils ne vont pas créer une offre de transport là où il n'y a absolument pas de demande. Mais en réalité, on passe tout à fait en silence le fait que l'offre
influence, oriente et stimule très fortement celle-ci. En fait, c'est grâce à l'offre de transport qu'on a développée, une offre toujours plus rapide et confortable, qu'on a finalement pu déployer le mode de vie qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une offre rapide et confortable qui est venue s'ajouter à ce qu'on avait déjà à disposition, que ce soit les autoroutes, mais c'est aussi les trains à grande vitesse, mais, l'avion à bas coût, etc., eh bien, on a fait des nouveaux arbitrages. Donc, on a pu déployer nos activités de manière ponctuelle. On va le fameux week-end à Barcelone où on peut effectivement prendre l'autoroute pour le sud de la France parce que maintenant on a un nouveau tronçon qui nous permet de le faire en peu de temps, mais aussi pour les activités quotidiennes. C'est-à-dire qu'on a à faire des arbitrages résidentiels, choisir son lieu de résidence, choisir son lieu de travail en fonction des temps de parcours que nous permettent ces offres. Et ce qui est, j'allais dire dramatique, mais presque, ouais, c'est presque tout en constant en tout cas, c'est que lorsque, au quotidien, on est confronté à une amélioration de l'offre de transport, on préfère systématiquement, quasi systématiquement en tout cas, gagner de l'argent plutôt que du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez une infrastructure, quelle qu'elle soit, hein, elle peut être ferroviaire, aéroportuaire ou routière, lorsqu'elle vous permet de vous déplacer plus vite qu'avant pour relier le même endroit, eh bien, vous allez vous déployer plus loin plutôt que de gagner l'heure ou les minutes que vous aurez économisées pour faire d'autres activités. Pourquoi? Parce que ça vous permet, hein, d'aller plus loin, finalement gagner un certain nombre d'argent au sens indirect du terme, puisque typiquement, si vous pouvez habiter plus loin du centre-ville, vous allez avoir un logement plus confortable pour un prix plus raisonnable, alors qu'au centre-ville, vous aurez sans doute un appartement plus restreint, tout le monde n'aurait pas ses chambres, et cetera. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que les scientifiques ont très, fréquemment vu et c'est une théorie qu'on appelle la théorie du budget temps constant. C'est-à-dire on continue de faire 1 heure et demie de trajet, tous les jours, quelle que soit finalement la vitesse des moyens de transport et plus ça va vite, plus on va loin. Ce qui nous donne effectivement ce territoire étalé. Alors en Suisse, on a des choses qui sont moins caricaturales que l'image que vous voyez ici, mais globalement, on a aussi connu cet étalement. Aujourd'hui, vous avez des gens, qui travaillent, à Genève et qui habitent dans le Chablais, valaisan, par exemple. Donc, vous avez des temps de parcours qui, il y a quelques années, même la génération de nos parents ou de nos arrière-grands-parents auraient été complètement impensables. Donc on voit que l'offre de transport, c'est pas du tout neutre, c'est pas du tout cette réponse simple à la demande, c'est quelque chose qui va venir la stimuler et on va le voir qui peut justement entraîner une certaine fuite en avant. Donc avec ce schéma du système de mobilité, on va mieux comprendre deux choses très importantes qui sont souvent, évoquées lorsqu'on parle des infrastructures de transport. C'est d'une part le trafic dit induit et son pendant, l'évaporation de trafic. Qu'est-ce que c'est le trafic induit? Eh ben, le trafic induit, on l'a compris avec l'exemple, tout à l'heure sur le périurbain, bah, c'est globalement, c'est la demande supplémentaire, qui va être générée par la création ou l'amélioration d'une offre de transport, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être, une piste cyclable, ça peut être, lié, au RER, au tram, mais bien sûr aussi à la route et plus l'offre est efficace, plus cette demande, supplémentaire va être importante. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de nouveaux choix, des nouveaux choix, occasionnels, mais surtout aussi qui vont, s'inscrire dans le quotidien. Encore une fois, le choix de nos loisirs, le choix de nos lieux d'achat, le choix d'habiter loin ou proche de nos amis et tout ça va avoir un impact aussi sur le choix de nos moyens de transport. Donc à moyen long terme, on va avoir une modification très claire du territoire autour de cette idée de trafic induit. Donc l'offre qui vient, finalement à ajouter encore une demande à celle qu'elle n'avait pas prévue au départ, puisque la plupart du temps, on crée une offre et puis on se dit: «Ben, voilà, on va absorber ce qu'on a, pu modéliser avec un certain nombre de facteurs de croissance». Mais en général, on a de la peine à comprendre que ce trafic induit va très vite. Il va très vite avec cet exemple que je vous l'ai mis là-dessus, avec un article de presse du début d'année. C'est un exemple typique, il y en a des centaines. Le Léman Express, victime de son succès, hein, les modèles de trafic à Genève imaginaient, à son inauguration que 5 ans plus tard, on aurait à peu près, 50 000 usagers. Vous voyez qu'on est à 70 000. Donc c'est 40 de plus. 40 de plus que des modèles et des gens qui savent planifier les infrastructures, qui connaissent le trafic induit, qui connaissent ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est 40 de plus que ce qu'on a estimé. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir à quel point la demande, les gens s'approprient les nouvelles offres, quelles qu'elles soient, et que ça soit routier ou ferroviaire, eh ben, c'est une donne qui est constamment observée en Suisse. D'ailleurs, on vient de passer le changement d'horaire, hein, ça c'est intéressant. Tous les mois de décembre, on a cette expérience de trafic induit puisqu'on voit des offres qui n'existaient pas du tout, se déployer. À Genève, il y a eu le tram jusqu'à Ziplo et puis, dès le lendemain, eh bien, on a, des gens qui l'utilisent, qui n'étaient pas là avant, qui faisaient d'autres itinéraires et cetera et qui vont commencer à créer cette dynamique de trafic induit.
Et l'autre élément, son pendant, ben, c'est l'évaporation de trafic. Alors ça crispe beaucoup puisque on a tendance, les gens ont tendance à dire, mais vous faites de la magie noire. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'un trafic qui s'évapore, qui disparaît? Il s'évapore parce que globalement, derrière les voitures, il y a des gens qui font des activités. Encore une fois, les voitures, elles ne se déplacent pas toutes seules, encore pas pour le moment. C'est bien des gens qui font des activités et ces activités, elles sont malléables. C'est-à-dire lorsque vous allez avoir une diminution drastique, une diminution d'attractivité du mode de transport, eh bien, vous allez avoir une grande partie du trafic qui était observé au moment T qui va ne plus se représenter au moment T1. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on aura réorienté, alors plus ou moins par plaisir, hein, c'est pas toujours bien vécu, mais globalement, c'est ce qui est observé, c'est que lorsqu'on a une coupure, eh bien, on va voir du trafic disparaître. Une partie va bien sûr se répartir dans le reste du réseau, mais on va soit différer l'activité, soit prendre un autre moyen de transport, soit prendre le même à d'autres moments, etc., avec un autre itinéraire. Et donc ça rend possible, cette évaporation de trafic, des nouvelles configurations du territoire. L'exemple le plus emblématique, qui est donné, c'est cette autoroute à Séoul, dans le cœur de Séoul. Donc, vous voyez, c'était une autoroute qui était sur une ancienne rivière, donc c'était 168 000 véhicules par jour, hein, sur cette autoroute, au cœur de cette ville. Et alors, je vais pas dire du jour au lendemain, c'est bien évidemment le fruit d'une politique publique extrêmement volontariste, le fruit aussi d'une amélioration de l'offre de transport public, etc. Mais on est passé à quelques milliers. Vous voyez à quoi ça ressemble aujourd'hui lorsqu'on a supprimé une autoroute entière au cœur d'une ville. On a aujourd'hui plutôt des dizaines de milliers de piétons qui se baladent autour de cette rivière qui a été remis à jour. Donc, vous voyez, alors ça c'est un exemple très fort, mais ça existe tous les jours avec quand c'est des chantiers ou quand c'est de manière plus durable, lorsqu'on les quais par exemple parisiens, etc. Tout ça existe. Et aujourd'hui, on a de la peine à communiquer là-dessus, dire finalement, vous allez voir, ça va s'évaporer. C'est très compliqué pour un politique de le dire, mais en réalité, c'est ce qui se passe quand même systématiquement. Ce que j'aimerais dire aussi par là, c'est par le système de mobilité, on le comprend, hein, cette interaction entre le territoire, la demande et l'offre. Lorsque vous modifiez un des domaines, vous modifiez tout le système. Lorsque vous modifiez le territoire, vous modifiez la mobilité. Lorsque vous modifiez nos activités, donc la demande, vous modifiez toute la mobilité. Lorsque vous modifiez l'offre, vous modifiez toute la mobilité. C'est bien la raison pour laquelle je dis finalement la mobilité, c'est pas du transport, ça c'est pas que du transport. Et l'exemple le plus frappant, mais aussi sans doute le plus dramatique, c'est cette conférence de presse qui, un beau jour de mars 2020, a mis fin à absolument tous les bouchons qu'on connaissait en Suisse. C'est une conférence de presse qui a rendu ça possible. C'est pas une amélioration de l'offre de transport, c'est pas un changement radical de territoire, c'est bien sûr, vous vous rappelez, la conférence de presse du 13 mars 2020, lorsqu'on a décidé collectivement et socialement de nous organiser autrement face à cette épidémie de Covid. Mais c'est une organisation, c'est le fruit d'une décision organisationnelle. Et le résultat était du jour au lendemain, c'est ce que vous avez tous vécu là aussi. Je pense que ce n'était pas très heureux comme moment, mais encore une fois, ça montre à quel point, si on le veut, lorsqu'on s'organise, on peut modifier la mobilité qui est la nôtre. Cette mobilité n'est pas une donne figée, c'est bien quelque chose d'extrêmement malléable qui peut être modifié à très court terme. Donc j'en arrive à ce point-là, justement, cette mobilité malléable, cette mobilité qu'on peut modifier pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Pour le pire, bah, c'est finalement ce qui nous attend si on va augmenter les capacités de l'offre autoroutière. Quel est finalement le schéma qui va se dessiner? Ben, c'est clairement des capacités qui sont augmentées face à une forte demande. On l'a vu, cette forte demande, elle est là et on ne peut pas la nier. C'est évident aujourd'hui. L'infrastructure autoroutière en Suisse, une grande partie de ce réseau est saturée à certaines heures de pointe, fait face à un certain nombre de problèmes. C'est pas du tout réjouissant, hein. Je pense qu'il ne faut pas du tout le dire. Et globalement, ça demande une réaction. Simplement, si cette réaction simplement consiste à élargir et donc à augmenter la capacité, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que la demande va très, très vite, à très court terme, s'approprier ces nouvelles facilités. En réalité, si vous ne vouliez pas générer cette nouvelle demande, vous devriez passer un contrat avec tous les résidents et les touristes et tous les prestataires de fret pour dire on élargit l'autoroute, mais vous promettez devant un notaire que vous ne changez pas de comportement. Vous n'allez pas voir plus souvent votre belle-mère, vous n'allez pas plus souvent au ski, vous n'allez pas plus souvent au travail, vous ne changez pas de lieu de résidence, etc. Vous voyez bien que c'est caricatural pour dire c'est impossible. Lorsqu'on a une offre, on se l'approprie, c'est évident. Et la voiture est tellement efficace que globalement, elle va appeler cette appropriation à très court terme.
Cette appropriation, eh bien, elle va se répercuter sur le territoire. Il sera plus facile d'aller acheter une résidence secondaire en Gruyère, en Valais, etc. Et donc, tous les dimanches, maintenant, tous les vendredis, j'irai à ma résidence secondaire et tous les dimanches, je reviendrai parce que j'avais fait mon calcul sur un temps de parcours qui était voilà, de un quart d'heure entre ici, Genève, et puis je ne sais pas quel autre territoire. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que globalement, le territoire, même à moyen terme, se façonne par rapport à cette offre supplémentaire. Et lorsqu'on va avoir un territoire qui se façonne par rapport à des routes, eh bien, on va avoir un territoire qui va s'étaler de manière générale, avec des infrastructures notamment qui vont se localiser autour des autoroutes, autour des jonctions. C'est par exemple le cas de beaucoup de services publics. Bah, on dit, ah, mais finalement, l'autoroute, c'est bien, donc on va mettre l'hôpital autour du nœud autoroutier, de la bretelle. On va mettre ça parce que c'est là où les gens sont. Donc, on va avoir ce cercle comme ça, où le territoire va prendre en compte cette demande et puis qui va elle-même finalement générer une nouvelle demande et surtout qui va absorber l'entièreté en très peu de temps, hein. Je dis souvent, c'est en moins de temps qu'il nous a fallu pour construire la nouvelle infrastructure, ces capacités seront absorbées par la nouvelle demande. Donc, il y a ce cercle vicieux ou cette spirale infernale. J'aime bien ce dessin donné par Active Traffic. C'est sans fin. C'est un mythe de Sisyphe moderne. Et non seulement c'est sans fin, mais c'est surtout, on le sait. C'est connu et c'est ça où je pense qu'il y a un élément presque tragicomique dans les questions qu'on nous pose sur l'élargissement de l'autoroute, c'est que on n'est pas le premier pays à se poser cette question. On n'est pas le premier cas de figure à s'imaginer est-ce que c'est bon d'élargir des routes, est-ce qu'on peut le faire? Vous avez ça partout depuis tout le temps et sans exception, les élargissements routiers ne conduisent pas à éliminer les bouchons. C'est aussi clair que ça. Cette dynamique, elle est toujours systématiquement présente. Je vous ai mis là un article que j'ai vu passer récemment. C'est Mathieu Chassigné, un chercheur à l'ADEME qui l'a mis en évidence sur son site. C'est là, pour le coup, une infrastructure dans le nord de la France. Il y a 20 ans, on l'a élargi. C'était 25 000 véhicules en 2006. C'est 61 000 en 2021. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'impasse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec une infrastructure déjà élargie? Est-ce qu'il faut à nouveau l'élargir? Donc, on reproduit systématiquement les mêmes erreurs par rapport à ces éléments-là. Mais, et ça c'est important, si seulement c'était qu'une question que de bouchons, finalement, on pourrait se dire, la Suisse est un pays riche, on pourrait se dire qu'on donne un coup de main au secteur BTP, que élargir des routes, bah, c'est aussi de la construction, c'est de l'emploi. Peut-être que ça ne va pas résoudre nos problèmes, mais ce n'est pas très grave. Alors oui, en effet, on pourrait le dire, mais finalement, le problème majeur, c'est que ça crée une dynamique sur la mobilité qui aggrave, et le territoire qui aggrave tous les autres problèmes, des problèmes majeurs. C'est un problème collectif majeur, et c'est à l'encontre de tous nos objectifs de politique publique. Alors, ça va être à l'encontre, évidemment, de la réduction drastique des émissions de CO2 hein, qu'on doit, encore une fois, avoir comme objectif. C'est la sortie des énergies fossiles, c'est les pollutions locales, c'est le bruit, les accidents, le mitage du territoire, la biodiversité. C'est toutes les politiques publiques aujourd'hui qui demandent une dynamique totalement contraire à cela. Donc, ce n'est pas qu'une question de bouchon, c'est une question finalement de tout un tas de politiques publiques qui vont voir finalement quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est souhaité collectivement. Donc, globalement, pour terminer, je dirais qu'une des grandes erreurs de compréhension, c'est de comprendre que la mobilité, c'est une donne figée, ou ce que j'appelle, c'est le piège de l'hydraulique. C'est la grande erreur qu'on va retrouver dans tout ce débat. C'est systématique, vous allez voir ces prochains mois, on va dire, mais ça va de soi d'élargir un tuyau lorsque le débit est important. Simplement, le débit, c'est nous. C'est-à-dire que finalement, le débit va s'adapter au tuyau. Et c'est bien ça qui est important et c'est bien ça qu'il faut essayer d'expliquer le plus possible. La mobilité, c'est parfaitement malléable. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est subi. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on doit répondre sans se questionner, même à très court terme. Elle est malléable parce qu'elle est issue de nos activités et de notre organisation. Et cette malléabilité, eh bien, lorsqu'on ouvre le robinet, eh bien, on élargit encore plus, lorsqu'on élargit le tuyau, on ouvre encore plus le robinet. Donc, on engendre cette dynamique qui va vraiment nous mettre dans une impasse, encore une fois, par rapport à ces politiques publiques que je citais tout à l'heure. Un exemple pour vous montrer que c'est malléable, c'est cette mobilité, on l'étudie beaucoup chez Cité, elle évolue très rapidement. C'est des évolutions qui sont observables à l'œil nu. On comprend finalement comment les gens changent de moyen de transport. Vous voyez, par exemple, à Genève, on a eu un report modal très conséquent.
Vous avez la part d'un voiture-conducteur, ça c'est en 2000 et 2015, on a les dernières données, on va bientôt pouvoir aussi les sortir, mais on voit qu'elle est passée de 36 à 24. Donc, vous voyez, c'est pas une donne, sinon on aurait toujours 36 ou 37,5, 35 et cetera. C'est le fruit d'une politique publique. C'est le fruit d'une politique publique, mais aussi le fruit des bouchons, hein, il faut le dire. Le bouchon a créé aussi le fait que les gens ne peuvent plus aller plus en voiture et se sont portés sur d'autres alternatives, en particulier la marche, hein. Intéressant de montrer que la marche a un grand rôle à jouer dans la mobilité de tous les jours. C'est 40 des déplacements à Genève, c'est aussi important à l'échelle suisse. Et donc, vous voyez que chaque fois qu'on va voir la mobilité, on va voir les choses qui ne sont pas comme hier. Et donc, il y a ce côté tout à fait malléable. Et ce côté malléable, c'est une chance. C'est une chance parce qu'elle nous permet aussi de réfléchir à comment on peut relever nos défis. On l'a vu, la mobilité elle est au cœur de tout un tas de problématiques majeures, environnementales, locales, la biodiversité. Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, bien, on a la recette pour essayer de relever ces défis, c'est de plus répondre à une demande de mobilité qui soit sans cesse croissante, mais bien essayer de la façonner pour qu'elle réponde à nos objectifs de qualité de vie et à nos objectifs écologiques. Parce qu'encore une fois, la mobilité n'est pas un problème en soi. La mobilité, ce qui va poser problème, c'est les distances et les modes. Et ça, sur ça, on peut agir. C'est-à-dire qu'on peut proposer aux gens de réaliser toutes leurs activités du quotidien, d'avoir le même degré de qualité de vie, le même degré de prospérité en quelque sorte, tout en changeant les modes et les distances avec lesquels les gens se déplacent. Et pour ça, il faut clairement une double action. C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, très clairement, faire une politique de l'offre, une politique d'attractivité de ce que j'appelle le système alternatif. C'est-à-dire vous allez prendre ce système, l'offre, le territoire et la demande, et vous allez essayer de jouer à fond tous les leviers dans le même sens, en faveur des modes actifs, un territoire en faveur des transports publics qui soit compact, une offre extrêmement ambitieuse, cadencée, des pistes cyclables, des trottoirs, des zones piétonnes, et puis des éléments sur la demande, des employeurs qui peuvent permettre justement peut-être d'avoir du télétravail. On peut aussi fiscaliser, par exemple, à terme, un certain nombre de kilomètres parcourus avec certains modes. Tout ça va favoriser l'attractivité du système alternatif, mais tout ça ne fonctionnera pas si, à l'inverse, on ne joue pas avec les mêmes leviers sur la réduction de l'attractivité du système TIM, des transports individuels motorisés, c'est-à-dire un territoire qui va le rendre, qui va être en guillemets plus hostile à ces modes-là, une offre qui va se réduire en attractivité, en vitesse, en capacité, et aussi des éléments sur la demande qui poussent effectivement, par exemple sur les préférences, sur le fait d'avoir des gens qui se démotorisent, en utilisant par exemple l'autopartage. Tout ça, c'est des leviers qu'on peut agir, mais il faut qu'on agisse dans le même sens, à la fois sur le système alternatif, dans les 3 domaines, territoire, offre, demande, et puis à l'inverse sur, le team dans ces 3 mêmes domaines. Donc pour conclure, je dirais que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut agir sur la mobilité. C'est-à-dire que l'élargissement d'autoroutes, doit prendre en compte cet élément fondamental. La mobilité, on peut agir dessus, elle ne nous tombe pas dessus, ce sont nos activités et si collectivement on décide de ne pas élargir les autoroutes, on a les moyens finalement de s'en passer. Je termine par là et je suis prêt à échanger avec vous. Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Nous avons déjà reçu quelques premières questions. Et je rappelle aux autres participantes et participants que vous pouvez volontiers aussi poser vos questions dans le chat. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton discuter ou discussion, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se trouve en bas de votre écran. Et donc là, même pendant qu'on pose des questions, vous pouvez toujours poser vos questions. Euh, alors Sébastien, il y a déjà eu quelques questions tout au début de ta présentation, notamment dans ton slide 4 qui parle du contexte finalement. Tu as rapidement mentionné aussi le trafic marchandises et il y a eu un ou deux messages par rapport au rôle du commerce en ligne. Est-ce que ça va nous aider à diminuer ou à augmenter le trafic? Est-ce que tu as éventuellement des éléments de réponse? Avec le microphone. Pardon. Alors oui, ça a plutôt malheureusement tendance à augmenter le trafic, puisque ce qu'on observe dans les études, c'est que notre consommation en ligne réduit que très peu, très marginalement, les déplacements qu'on fait pour les achats. Globalement, on continue de nous déplacer pour les achats du quotidien, les achats aussi occasionnels, et par-dessus ça, on va pouvoir commander un certain nombre de choses en ligne. Donc il y a très, très peu finalement, de gens qui substituent l'achat en ligne avec l'achat, disons, physique.
Et en tout cas, en termes de déplacement, ça ne se traduit pas comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement désormais acheter tous vos sacs d'aspirateurs en ligne, mais en réalité, ça ne diminue pas le nombre de déplacements que vous faites pour les achats. Donc sur le réseau, eh bien, on a plutôt quelque chose qui vient s'ajouter, c'est-à-dire que maintenant vous avez ces camionnettes, et cetera, qui viennent s'ajouter. Mais le défi est là aussi c'est pas parce qu'on parle de marchandises qu'on est obligé de parler de voitures et de camions, hein. Il y a aussi des réflexions à faire sur la logistique urbaine. Beaucoup de réflexions mènent avec cette cyclo-logistique, avec des véhicules électriques plus légers, et cetera. Là aussi, il y a un grand domaine d'action, mais en effet, la Confédération table sur une croissance très significative du trafic marchandises. Parfait, merci beaucoup. Et je passe encore alors, à une autre question qui était plutôt aussi au début, il faut juste que je m'y retrouve. C'était par rapport à ton slide sur le territoire, donc le slide 8. Il y a un très beau verbe qui a été écrit. Donc la question, voilà, donc certes, le territoire a une influence énorme sur notre mobilité, mais au final, on ne peut pas, et je cite, suriciser, donc appliquer la densification de la ville de Zurich à l'ensemble de la Suisse. Donc, comment faire pour les régions, on va dire, rurales ou montagneuses? Pas tout le monde habite dans des villes. Et là, bien sûr, les demandes, ou bien les comportements de mobilité sont différentes. Oui, bien entendu, hein, les 2 exemples sont caricaturaux. En revanche, ce qui est clair, c'est que même dans les territoires, périurbains ou de montagne, il y a des modèles de compacité. Et c'est le mot-clé, c'est la compacité, c'est pas tellement la densité. C'est-à-dire, c'est pas vraiment le nombre de personnes qui compte, c'est bien le fait qu'on ait un territoire qui permet aux gens qui y habitent de réaliser leurs activités dans un rayon de proximité. On appelle ça la ville du quart d'heure. Moi, je parle plutôt du territoire des courtes distances. Et ça, ce modèle-là, il s'applique finalement à tous les types de territoires. Bien sûr, aux grands centres urbains, mais aussi aux territoires périurbains. Il y a des modèles périurbains, vous allez avoir, la zone agricole complètement protégée et les villages, le cœur des villages vont regrouper un certain nombre d'activités du quotidien, la boulangerie, le médecin, etc. Donc tout ça est possible et surtout lorsqu'on fait ça, même dans le périurbain, on va voir une différence très claire sur les comportements de mobilité. Alors on n'aura jamais la part modale du vélo ou des transports publics dans ce périurbain compact. En revanche, si on compare deux périurbains, eh bien, on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant, plutôt «vertueux» entre guillemets, lorsqu'on a finalement quelque chose de compact qui se dessine. C'est par exemple le cas à Bâle-Campagne. Ça, c'est intéressant, à Bâle-Campagne, vous avez autour, du train, des arrêts de transport public et plutôt des noyaux de villages plutôt compacts et ça marche très bien. On a des gens qui sont abonnés au transport public, on a des parts modales de transport public qui sont plus importantes que dans certaines villes françaises. Donc on a un modèle aussi qui peut s'appliquer avec, d'autres nuances, mais à tout type de territoire en Suisse. Merci beaucoup, Sébastien. Je donne peut-être la parole à ma collègue Ali Gentilet. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui sont venues plus en même temps. Oui, alors ça a lancé un peu le débat en fin de présentation. On a notamment Patrick Vuillem qui demande, pensant maintenant à la campagne de votation, existe-t-il une statistique concernant une autoroute suisse, pardon, et l'évolution du nombre de voitures et des temps de bouchons avant et après un élargissement? Alors ça doit exister, je pense qu'il faut s'y pencher. Il y a eu pas mal d'élargissements, qui ont eu lieu, ces 20-30 dernières années. À ma connaissance, il y en a un qui est fameux autour de Zurich, où on a déjà que 4 voies, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc, il s'agirait d'aller creuser ces cas d'études. On a énormément de cas d'études à l'étranger, mais les cas d'études suisses, ne manquent pas. Après, il faudrait avoir accès aux données. C'est sous l'Office fédéral des routes qu'il y a peut-être des choses antérieures aux années 2000 pour bien voir les évolutions. Mais oui, les exemples ne manquent pas, en Suisse également. Parfait. Il y a une autre question de Pierre Aubert qui se demande si la proportion du trafic du travail, elle prend en compte également les déplacements de marchandises. Non, c'est la proportion uniquement liée à votre trajet du domicile à votre travail, donc c'est même pas les déplacements professionnels. Si vous êtes plombier, vous comptez pas le déplacement, la tournée que vous allez faire, c'est bien, voilà, de votre domicile à votre lieu de travail. C'est une enquête, les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, qui est centrée sur les individus. Donc ce n'est pas la mobilité, dans cette enquête n'est pas synonyme de trafic, parce qu'en effet, il faut rajouter, le trafic, marchandises, le trafic de transit, les touristes aussi qui ne sont pas dans cette enquête. Mais globalement, elle montre très bien nos comportements de mobilité parce qu'elle est représentative de la population suisse, la population, de l'entier du pays, vraiment encore une fois de 6 ans jusqu'à, 100 et quelques années. Donc on arrive à bien décortiquer pourquoi on se déplace en Suisse et ça, cette part du motif travail tend aussi à diminuer
puisque non seulement les actifs sont de moins en moins nombreux, hein, il faut se dire dans la population, les actifs représentent à peu près la moitié de la population. Donc, une personne sur deux dans la rue que vous croisez, il n'est pas actif, donc elle n'est pas concernée par ces déplacements domicile-travail, soit qu'elle est plus jeune, soit qu'elle est plus âgée. Et vous le savez que par le vieillissement de la population, cette part va continuer d'augmenter, la part justement des non-actifs. Et donc, la part du domicile-travail va continuer à diminuer. D'autant plus que le télétravail l'a aussi un peu entamé. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de gens dans le secteur tertiaire maintenant ne font plus que 3 déplacements, 3 allers-retours par semaine au lieu des 4 ou 5 précédemment. Et donc, on a une demande de mobilité encore plus malléable parce que le travail, c'est le plus compliqué, hein. C'est celui qui est le plus fixe. Mais ça n'empêche pas d'avoir du report modal sur le travail aussi. D'ailleurs, c'est sur ce motif-là qu'on a vu les meilleurs résultats ces dernières années. Très bien, merci. Je continue. Alors, est-ce que tu connaîtrais l'existence d'un document du Conseil fédéral ou de l'Office des routes où cet effet d'accroissement de la demande et donc de retour de l'engorgement à la valeur initiale suite à une amélioration routière serait mentionné si c'est existant? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je me la pose souvent. Je me la pose souvent parce que personnellement, je ne comprends pas qu'une politique publique ait comme objectif un mythe de Sisyphe. Je n'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire qu'on fasse une erreur une fois, deux fois, mais qu'on continue de poursuivre. C'est un choix collectif finalement, hein. C'est les Suisses qui ont voté pour ce type de politique. L'élimination des goulets d'étranglement, hein, c'est le mot-clé de la politique de l'Office fédéral des routes. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, c'est une politique publique qui n'est pas possible. C'est comme vous dites, ma politique publique, c'est de transformer l'eau en or et on déploie des moyens et des milliards pour essayer de faire alors qu'on sait scientifiquement que ce n'est pas possible. Pas dans le contexte suisse. Le seul contexte où ça marcherait, ce serait peut-être en Corée du Nord ou dans une économie où on est en pleine récession, par exemple. Donc, voilà, moi, je me pose la question. Il faudrait poser la question à l'officiel des routes. Les échanges qu'on a avec les personnes là-bas, c'est pas qu'ils n'ont pas connaissance de ça, c'est que finalement, ils disent, mais c'est l'objectif qu'on nous a donné et qu'il y a aussi parfois des objectifs de sécurité qui viennent s'ajouter à cette idée de goulet d'étranglement. On dit, il faut éviter qu'il y ait des engorgements dans les nœuds, dans les accès, dans les sorties. Et pour ça, il faut élargir. Voilà, c'est entendable, mais encore une fois, ça ne prend pas en compte toutes les expériences qui ont été faites sur ce sujet. Parfait, je reprends un moment la main. Il y a une question qui est revenue par rapport, justement, de nouveau, par rapport aux personnes qui vivent peut-être pas dans les villes ou bien voilà, dans des centres-villes. C'est finalement comment convaincre les habitants de la campagne qui sont aujourd'hui dépendants de l'automobile. Et puis finalement, oui, ces personnes-là, elles sont quand même jour après jour dans les bouchons. Et puis elles n'ont peut-être pas forcément voilà, la possibilité directement de changer de moyen de transport. Puis voilà, donc que dire à ces gens finalement par rapport à toute cette question? Oui, alors je pense qu'on peut reprendre le système de mobilité. Y compris à la campagne, y compris dans les territoires les moins densément peuplés, il y a un certain nombre de solutions, de mesures qui peuvent porter leurs fruits. Un élément clé aussi à comprendre, c'est que quand on est vraiment dans l'espace rural, on a plutôt des gens qui se déplacent sur des courtes distances, même s'ils sont en voiture, sur des courtes distances et entre des petites localités. Donc c'est pas disons l'espace rural pour en parler qui est le plus problématique, ça va être l'espace périurbain. Ça veut dire l'espace où on a à avoir plutôt un aspect rural ou anciennement rural, mais en réalité des modes de vie extrêmement urbains. Et les Suisses ont tendance aussi peut-être à oublier que globalement, ils ont un mode de vie urbain, même s'ils habitent dans des villages parfois pittoresques au-dessus de Morges ou je ne sais où. Mais globalement, on a des distances parcourues et des modes de vie extrêmement intenses en mobilité. Donc, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de mesures pour rendre compte du fait que on peut agir sur ces déplacements-là aussi, ne serait-ce que, encore une fois, réduire en partie les distances. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire du sport à 30 km? Est-ce qu'on peut le faire plus proche? Et pour cela, il faut que le territoire le permette, hein, d'où l'idée de compacité. Il faut que l'offre suive, c'est-à-dire qu'il faut que l'offre alternative, la marche, en premier lieu, hein, dans les territoires ruraux et périurbains, le vélo, une partie des transports publics viennent être agréables, compétitives.
Et puis, il faut que la demande suive, c'est-à-dire qu'on soit aussi encouragé à le faire. Moi, je pense par exemple que la fiscalisation ou l'idée de tarification de la mobilité, tôt ou tard, on devra y réfléchir pour essayer de comprendre finalement qu'on soit encouragé à utiliser les moyens de transport les moins nuisibles et délaisser ceux qui voilà, posent le plus de problèmes à la collectivité. Donc, ces trois composantes, elles sont aussi jouables, ces leviers sont aussi jouables et portent le fruit dans les territoires ruraux. Ça, je pense que il faut pas partir de manière défaitiste pour dire c'est rural, on peut rien faire. Si vous voyez justement encore quelques générations avant comment se déplacer dans ces espaces-là, c'était essentiellement de la marche. Et puis il y avait les équipements, il y avait aussi du vélo, etc. Donc voilà, il y a des recettes peut-être à s'inspirer du passé en remodernisant tout ça, mais je pense que c'est pas du tout perdu de travailler sur ces leviers-là. Parfait, merci beaucoup. Là, je passe à un sujet un peu différent. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un commentaire et peut-être que tu peux ajouter quelque chose à ce qui va être dit. Donc là, c'est la personne qui dit, parlons plutôt aussi de l'immobilité, donc à savoir le parking, le stationnement, qui a un effet multiplicateur de la mobilité motorisée individuelle et qui a aussi bien sûr un impact sur la biodiversité, l'imperméabilisation des sols, je vais y arriver, etc. Donc, oui, le stationnement joue aussi un rôle, probablement aussi, ou bien voilà, la disponibilité des places de stationnement, ça joue bien sûr aussi un rôle dans nos choix. Tout à fait, tout à fait. C'est un des leviers les plus efficaces pour jouer sur, évidemment, le report modal, pour favoriser le report modal. Lorsque vous allez contraindre, et quand je dis contraindre, c'est juste rendre payant hein, parfois le stationnement, vous allez avoir un effet très net et très rapide sur l'utilisation de la voiture, hein. On l'a vu dans plusieurs études, vous passez le stationnement de 0 à 1 franc par jour, donc des choses qui ne sont pas douloureuses, en tout cas pas pour ceux qui travaillent, eh bien, vous avez des effets. Vous allez avoir déjà des gens qui vont commencer à réfléchir, etc. Donc, vous avez une élasticité hein, de la demande par rapport au stationnement. Donc, oui, le stationnement, c'est un grand levier. Il faut s'en saisir. On a commencé à s'en saisir pour le motif travail, mais on l'a vu quand on parlait des motifs, il faut clairement aujourd'hui actionner ce même levier sur les autres motifs, hein, les achats. Aujourd'hui, vous allez faire vos achats, vous payez extrêmement rarement votre stationnement. C'est très, très rare. Dans les quelques centres commerciaux, la plupart du temps, c'est gratuit quelques heures, donc vous payez rien. Donc, vous êtes appelé à venir en voiture. Et puis pour les loisirs, alors les loisirs, que ce soit les loisirs urbains, les loisirs de campagne, etc., le ski, on n'en parle même pas. Vous avez vraiment quelque chose qui est l'open bar du stationnement. Donc ça, je pense, c'est un levier. Et puis l'autre élément, c'était dans ta question, Yves, c'est il ne faut pas oublier que derrière ce levier qui est efficace, il y a aussi ces enjeux énormes d'espace public. Et les calculs montrent à quel point les surfaces occupées par les voitures immobiles sont extrêmement importantes et à quel point, en supprimant à peine quelques-unes, on peut déjà imaginer des rues plus marchables, plus cyclables, plus vivables. Et donc là aussi, je pense que ce levier-là, il est important à comprendre sous ces deux angles, l'effet sur le report modal et puis l'effet sur l'espace public. Parfait, merci beaucoup. J'essaie de voir si on a éventuellement oublié des questions. Alice, tu peux volontiers me dire. Il me semble qu'il y a encore, et voilà, il y a encore finalement voilà, une question de Pierre Aubert. Donc, est-ce qu'il existe des expériences de suppression des autoroutes pour les voitures en les remplaçant par le train? Alors, Très spécifique. ouais, c'est très spécifique, mais comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'expérience coréenne, il y en a plein d'autres, hein. On a supprimé des autoroutes entières hein, dans certains cas, dans certaines villes, etc. Et on l'a remplacé, alors pas par un seul moyen de transport de manière générale, on remplace par une série de choses. Évidemment, le système de transport public vient jouer son rôle, mais vous avez aussi les modes actifs. Il ne faut pas oublier que la voiture elle est utilisée beaucoup pour des courts trajets. On a tendance à penser que tous ces gens sur l'autoroute font des très très longs trajets, mais en réalité, les chiffres montrent que c'est plutôt des trajets de 2-3 km et qu'occasionnellement, on en fait un peu plus. Donc, c'est plutôt un bouquet d'équipements, un bouquet d'offres alternatives qui va rendre possible le fait de supprimer un tronçon d'autoroute ou une route très chargée. Et puis, parfois, quand c'est dans des exemples dramatiques, par exemple le pont de Gênes, etc., vous avez du jour au lendemain plus de voitures sans qu'on ait pensé même à une offre alternative et le trafic s'évapore aussi. Alors, c'est moins plaisant, encore une fois, mais ça existe. Les gens réagencent leur vie, leur mode de vie en fonction de l'offre qu'ils ont à disposition. Parfait. Euh, on arrive bientôt à la fin. Alors, et puis sauf erreur, il n'y a plus vraiment de questions. Par contre, moi, j'en ai une encore qui m'interpelle un peu. Durant les débats au Parlement, on entendait souvent aussi les arguments voilà, de ceux qui étaient en faveur de ces projets d'extension.
Et ce qui revient souvent, ce qui est revenu plusieurs fois, c'est le fait que les autoroutes, finalement, ce sont des surfaces dédiées aux infrastructures de transport qui sont très efficaces en termes de surface. Je veux dire, les autoroutes, ça représente quelques pourcents de la totalité des routes en Suisse, mais ça absorbe une quantité phénoménale de trafic motorisé. Et puis justement, pour un avenir proche comme ça, il est d'autant plus important de renforcer ce réseau-là. Tout en plus que l'avenir de la mobilité, elle est électrique, elle est éventuellement avec les voitures autonomes. Voilà. C'est un argument qui pesait assez Mhm. fort. Que répondre à ce genre d'argument? Moi, je pense qu'il y a deux éléments. Tout d'abord, c'est pas l'autoroute qui est efficace, hein. C'est globalement, elle est plutôt inefficace parce que sur cette autoroute-là, on a des personnes seules au volant d'objets de 2 tonnes et qui occupent 12 mètres carrés. Et quand vous prenez en compte la vitesse, vous pouvez prendre encore beaucoup plus d'espace. Donc en fait, on a quelque chose d'assez peu efficace en termes de flux de personnes. Vraiment, en termes d'espace, le trafic motorisé, il est très peu efficace car très gourmand en espace. Vous pourrez déplacer autant de personnes sur les autoroutes sur un tout petit trottoir si tout le monde était à pied. C'est un exemple absurde, mais c'est pour montrer que ce n'est pas efficace en termes de surface. C'est d'autant moins efficace que le taux d'occupation des véhicules est très bas. C'est 1,1, 1,4 selon les motifs, mais plus que 2 personnes, c'est très rare. C'est très rare en Suisse. Donc, un des premiers leviers avant d'élargir l'autoroute, c'est de mettre plus de personnes dans les voitures, parce que c'est finalement le même effet que l'élargissement, sans avoir l'effet d'appel de l'offre. Vous allez pouvoir contraindre les gens de dire, bah, maintenant, vous vous déplacez sur cette infrastructure, il faut l'optimiser. Et donc, le taux d'occupation, il est important. Et puis, l'autre partie de ta question, c'est l'électrification. Moi, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Il faut l'accueillir avec une bonne nouvelle, mais dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, c'est bien en dernier lieu. En fait, c'est bien lorsqu'on va s'attaquer à la mobilité automobile résiduelle qu'on va travailler sur l'efficience. C'est pas pour embêter, c'est juste que globalement, les gens qui s'intéressaient aux objectifs carbone, aux objectifs énergétiques montrent que même en voiture électrique, on a besoin d'énergie. Même une voiture électrique a une émission carbone indirecte autour de son cycle de vie. Et donc, lorsqu'on prend en compte ces émissions-là, lorsqu'on prend en compte ces énergies, on est obligé de réduire quand même le trafic automobile. On n'a pas le choix. On peut retourner l'équation dans tous les sens, même avec des véhicules électriques. On doit réduire le trafic. Et puis surtout, il faut souligner que les véhicules électriques qui nous sont, je dirais, fournis aujourd'hui ou vendus, ils sont assez néfastes parce qu'ils sont beaucoup trop lourds. C'est des véhicules qui ne sont pas adaptés aux villes. C'est des véhicules sur lesquels les constructeurs font énormément de marge. Donc, c'est d'abord des SUV, hein, ou des toutes petites citadines. Mais vous avez très peu, par exemple, de véhicules intermédiaires, un break, une citadine, une berline classique. C'est assez rare, hein. Vous avez plutôt des gigantesques véhicules, beaucoup trop lourds, et qui sont aussi très gourmands en énergie. Donc, si l'électrification se poursuit comme ça, c'est pas sûr qu'on atteigne les objectifs qui étaient les nôtres en matière énergétique, parce qu'il y a cet effet rebond de véhicules plus lourds, alors que normalement le parc, on avait estimé qu'il pouvait s'électrifier à poids constant, mais là, il est beaucoup trop lourd et il a une configuration plutôt néfaste qui est aussi inquiétante. Parfait. Alors, sauf erreur, il n'y a plus de questions. Puis ça me paraît être un bon message aussi pour la fin. Finalement, voilà, une réduction. Voilà, on a beau retourner le problème dans tous les sens, mais une réduction doit faire partie de la solution. Donc, je trouve qu'on peut terminer sur ce message-là. Sébastien, je te remercie beaucoup d'avoir C'est à vous. passé 1 heure avec nous pour bien décortiquer aussi la problématique, voir comment analyser en fait finalement notre comportement de mobilité en matière de mobilité. Ces prochaines semaines, ces prochains mois seront intenses. C'est clair que ça va être une campagne rude. Ce sont des sujets qui sont souvent très sensibles, tout ce qui est touché à la voiture. Mais je suis aussi convaincu que si on amène des arguments, voilà, bien documentés, bien expliqués, on arrivera aussi à convaincre beaucoup de personnes que franchement, on est en train de prendre la mauvaise direction, que la politique des transports actuellement est en train de prendre la mauvaise direction. Puis on l'a vu durant la récolte des signatures, finalement, il suffisait d'expliquer un petit peu aux passants pour que tout de suite, ils changent d'avis, enfin tout de suite, pour beaucoup d'entre eux, commencent à nous soutenir. Et puis voilà, c'est comme ça que nous sommes aussi arrivés à récolter 70 000 signatures en 2 mois. Donc voilà, Sébastien, merci beaucoup. C'est à vous. Merci beaucoup à Alice et à mon collègue IT qui était invisible jusqu'à présent et qui a assuré le bon fonctionnement de ce webinaire. Nous poursuivrons en fait l'organisation de webinaires l'année prochaine. Pour être au courant, n'hésitez pas à vous abonner sur notre newsletter, sur notre site, sur celui de l'ATE, ate.ch. Et d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à tout bientôt.